Fabien Vivieux. Bonjour. Salut Pablo. Salut. Merci d'avoir accepté notre invitation. Fabien, tu es conducteur de la ligne D du RER, syndicaliste Sudrail. On t'avait invité il n'y a pas très longtemps et on t'avait notamment entendu lors de la mobilisation contre la réforme des retraites il y a quelques mois. On va revenir sur la crise sanitaire et la manière dont elle se gère au sein de la RATP. Mais d'abord, quand même, rapidement, un mot. Le Premier ministre doit prononcer un discours à 15 h aujourd'hui. T'en attends quelque chose? T'attends des Ouais, j'attends, comme tout le monde, quoi, des clarifications, savoir à quelle sauce on va être mangé. Surtout que là, les choses se confirment. À partir du 11 mai, donc on va rentrer dans une deuxième phase, c'est-à-dire la phase du déconfinement. Même si on sent quand même, moi, je continue à conduire les trains, c'est-à-dire que je n'ai pas arrêté de travailler. Je sors pour conduire mes trains et je vois là depuis le discours du 13 avril de Macron. Il y a un phénomène, en fait, les gens se remettent à sortir. Voilà. On peut trouver ça bien ou pas bien. Il y a un problème technique, non? Tu vois? Non. Donc les gens se remettent à sortir, en tout cas depuis le discours du 13 avril. Nous, c'est ce qu'on a constaté, c'est ce que je constate là, sur la ligne D du RER et dans les transports en commun, avec toutes les problématiques qu'il va y avoir. Et une des principales problématiques, c'est que ce phénomène-là, à partir du 11 mai, il va encore s'accentuer. C'est-à-dire que semaine en semaine, le déconfinement, quoi qu'on en pense, ça va devenir une réalité. Et le souci qu'on a, c'est que comment allier le déconfinement et les gestes barrières, les mesures sanitaires, aussi bien pour les cheminots que pour les voyageurs. Justement, la directrice générale de la SNCF, de la RATP, a annoncé que le trafic allait reprendre progressivement en Ile-de-France. Ça a d'ailleurs déjà commencé dès lundi, je crois, sur la ligne 13. Il est envisagé un port obligatoire du masque et même le respect des règles de distanciation d'1 mètre dans les transports. Ça te fait sourire? C'est impossible, en fait. Oui, c'est complètement impossible. Après, la difficulté qu'a le gouvernement et même la direction de la RATP et de la SNCF, c'est qu'en fait, il y a un rapport là, qui est sorti du conseil scientifique qui justement qui a une position très claire sur les transports en commun et qui explique qu'il faut le port du masque ne doit pas empêcher les gestes barrières, c'est-à-dire le fait qu'il y ait 1 mètre de distance. Sauf que ça, c'est juste impossible. Il suffit d'avoir été une fois dans sa vie dans le métro ou dans un train en Ile-de-France pour se rendre compte que c'est strictement impossible de concilier les deux. Donc ça, c'est une difficulté. Alors, je ne sais pas trop comment ils vont s'en sortir. Parce que jusqu'à présent, il y avait un peu la solution miracle, c'était le port du masque. En fait, la difficulté qu'ils ont, c'est que le vrai masque qu'il faudrait, c'est le fameux masque FFP2. Voilà. Sauf qu'aujourd'hui, des FFP2, on n'en trouve plus. Et le peu qu'il y a, ils sont réservés au corps médical. Voilà. Et donc, le seul qui serait véritablement efficace, on n'en trouve pas. Donc, les gens, ils ont un peu des palliatifs. Chacun achète son masque, mais ces masques-là, dans un cadre où tout le monde est concentré, ça va être compliqué. Juste pour terminer, avant Pablo te poser la question sur la ligne 13, mais quand même, globalement, la directrice générale de la RATP, elle a annoncé aussi que les agents pourraient se voir octroyer des pouvoirs de verbalisation. A priori, c'est ce qui… mais alors pour l'instant, c'est pas… Parce que nous, on a des contrôleurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que les contrôleurs aujourd'hui en Ile-de-France, ils ne verbalisent plus. La plupart sont soit au chômage technique ou soit font juste de l'accueil. Et donc, toutes ces questions très concrètes, c'est qui va verbaliser? Est-ce que ça va être des policiers? Est-ce que ça va être des cheminots ou des agents de la RATP? A priori, les directions aussi bien de la SNCF et de la RATP veulent le faire. Pour l'instant, ce n'est pas retombé à notre niveau. Moi, par exemple, je suis élu CSE, on a posé la question et ma direction m'a dit que non, ça ne serait pas du tout notre taf d'aller verbaliser les gens qui porteraient ou ne porteraient pas leur masque. Donc, encore une fois, tout ça, c'est des questions assez très concrètes qui vont se poser assez rapidement et qui, à mon avis, ne sont pas tout à fait bien calées. Alors, mais cette DG, elle a aussi dit que vous étiez assez fourni en masques et en gel. Tu confirmes? Pour l'instant, oui, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pour l'instant, le service, il est très réduit. Alors, je ne parlerai pas de la RATP parce que moi, je suis cheminot, mais par exemple, à la SNCF, aujourd'hui, il y a 7% des TGV qui circulent et 25% des Transiliens, c'est-à-dire une petite minorité des trains. Donc, dans ce cadre-là, il y a à peu près 15 000 cheminots. Bon, aujourd'hui, il y a 150 000 cheminots. Il y a 15 000 cheminots qui travaillent tous les jours pour faire circuler 3 000 trains. Donc, dans le cadre du confinement, il y a 15 000 cheminots qui font circuler 3 000 trains. Voilà. Mais ces 3 000 trains, même si ça peut paraître beaucoup, c'est une minorité des trains qui roulent.
Donc, dans le cadre d'un service minimum, en gros, d'un service qui est très réduit, effectivement, aujourd'hui, à l'instant T, on a le matériel qu'il faut, c'est-à-dire en termes de gel, en termes de masques, en termes y compris, ils nous donnent de quoi nettoyer des cabines, des lingettes, voilà. Donc, il y a un certain nombre de choses qui sont faites, mais dans le cadre d'un service très réduit. Ce service très réduit, à partir de la semaine prochaine, et encore plus à partir du 11 mai, il va monter en charge. Donc, on va passer de 15 000 cheminots qui bossent sur le terrain à rapidement 30 000, 40 000, 50 000. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là où il y a 15 000 cheminots à qui il faut fournir 2 masques par jour, et ben demain, ils seront 30 000, voire 60 000, voire 80 000. Donc, les besoins et la consommation en termes de gel hydroalcoolique, en termes de masques, elle ne sera pas la même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, on n'est pas en saturation. Les besoins sont satisfaits pour permettre justement aux cheminots de travailler dans des bonnes conditions, mais dans le cadre d'un service qui est très réduit. Et demain, vu que ce service va augmenter, c'est toute l'interrogation qu'on aura. Voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que… Qu'est-ce qui fait, ou en tout cas, quelles seraient vos recommandations, vos recommandations pour que la reprise du travail puisse se faire dans les bonnes conditions le 11 mai? C'est quoi, en fait, vos principales demandes? Eh ben, nous, c'est que… Est-ce que c'était une mauvaise décision de acter contre l'avis du Conseil scientifique, visiblement, une reprise de l'activité, même si elle est progressive, le 11 mai? Notamment, je pense, avec la réouverture progressive des écoles. J'imagine qu'il y a quand même beaucoup de cheminots qui vont assez peu faire confiance dans l'idée que les enfants peuvent revenir à l'école. Et pourtant, on sait aussi que beaucoup des agents vont vouloir reprendre le chemin du travail. Enfin, tout ça va être très compliqué. C'était une bonne décision pour vous, quand même, de déconfiner, de prendre la décision du déconfinement le 11 mai? Moi, je suis honnête avec toi. De toute façon, je l'ai toujours été. Moi, je suis très partagé sur cette question. Je ne suis pas médecin, je suis ministre et je suis partagé sur le fait à la fois que moi j'en ai marre du confinement comme tout un chacun, j'ai l'impression d'être privé de liberté et j'en peux plus et je le vois, il y a plein de Français qui n'en peuvent plus, qui sont dans cette situation-là, mais je ne veux pas, ça c'est le côté A, mais le côté B, je ne veux pas partir à la mort, voilà. Je ne veux pas choper la maladie et tomber malade, donc je suis en permanence entre les deux. Donc moi la garantie et ce qu'il faut aujourd'hui, c'est et on se rend compte qu'aujourd'hui, les syndicats, ça sert. Parce que les syndicats, ils sont dans les entreprises et de par leur intervention, ils vérifient que les salariés, on ne va pas les envoyer à la mort. Et on va mettre la pression pour qu'effectivement, il y ait ces fameux gestes barrières, il y ait ce matériel, il y ait ces masques. Et ça, c'est notre taf à nous pour que les salariés qui reprennent le boulot, et de toute façon, ils vont reprendre le boulot, que je sois pour ou que je sois contre, de toute façon, ce n'est pas moi qui décide, c'est a priori plus le Premier ministre que Sudrail. Donc, qu'on soit pour ou contre, à la limite, c'est peut-être, c'est une question philosophique, mais ce n'est pas ce qui est important. Nous, ce qui est important, c'est que cette reprise, elle se fasse en corrélation avec la santé des salariés. Et c'est ça qui est important. Aujourd'hui, c'est le cas. Mais parce qu'aujourd'hui, il y a très peu de salariés qui bossent. Demain, lorsqu'on sera 2, 3, 4 fois plus à travailler, est-ce qu'on aura ces conditions-là? Franchement, moi, je te dis, j'en sais rien. J'en sais rien et je me demande même si la RATP et la direction de la SNCF le savent réellement. Ils vont se rendre compte au fur et à mesure parce qu'aujourd'hui, on a des directions qui tâtonnent. Ça tâtonne à tous les niveaux. Ça tâtonne au niveau du gouvernement, mais ça tâtonne même au niveau de la SNCF. Et nous, la chose qu'on a dit à la SNCF, et je pense que les syndicats de la RATP disent la même chose, si vous voulez faire retravailler les gens, s'il y a des conditions de sécurité, why not? Pas de problème, parce qu'on a aussi des missions de service public. Et moi, ça me parle, les missions de service public. Par contre, on n'enverra pas les mecs à la mort. Et donc, si effectivement on se rend compte qu'il n'y a pas ces conditions de sécurité, qu'il n'y a pas ces masques suffisamment, qu'il n'y a pas ce gel hydroalcoolique, qu'il n'y a pas toutes ces mesures-là qui sont préconisées par les médecins, eh ben nous, on posera des droits d'alerte. Et s'il y a besoin d'exercer le droit de retrait, on posera les droits de retrait. Voilà. Donc, on a une position, la position un peu qu'on développe, qui n'est pas une position qui va aussi… je suis incapable de dire voilà ce qu'on va faire exactement le 11 mai. Nous, on va voir. On met la pression à la direction, à notre direction, pour qu'on ait le matériel pour pouvoir travailler dans des bonnes conditions. Si c'est le cas, eh ben, ça roulera, il n'y aura pas de problème. Si ce n'est pas le cas, eh ben, effectivement, il y aura des droits d'alerte et il y aura des droits de retrait. Il y a un autre truc qui est posé sur la table, c'est les horaires décalés. C'est-à-dire que les gens n'iraient pas au boulot au même moment. C'est-à-dire qu'on pourrait commencer à embaucher à 11h ou à 8h du matin. Ça te paraît une bonne idée? De toute façon, la problématique qu'ils ont, c'est quoi? C'est que dans la mesure où les médecins ont expliqué que les masques, ce n'est pas suffisant
pour pouvoir entasser tout le monde dans les trains, tu fais comment? Il n'y a pas 15 000 solutions. Un, c'est effectivement qu'il va falloir maintenir un certain nombre de salariés en télétravail. Voilà. Parce que si effectivement tout le monde va bosser à partir du 11 mai, ça va coincer. Et deux, il va falloir décaler les horaires. Et c'est plus possible d'avoir les heures de pointe 7h, 9h, 16h, 18h. Si on se retrouve dans la même situation, tout le monde va se retrouver entassé le matin, tout le monde va se retrouver entassé le soir. Et du coup, les fameux gestes barrières, tout ça, ça sera du pipeau. Donc effectivement, il va falloir, un, maintenir le télétravail, deux, que les entreprises s'organisent, peut-être faire venir les salariés quelques fois plus tôt, mais du coup qui partent plus tôt, ou les faire venir plus tard et qui partent plus tard, ou voir qu'ils fassent moins d'horaires. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'économie, elle est un peu au ralenti. Donc, ça peut se comprendre qu'une économie au ralenti, les gens, ils ne travaillent pas comme des turbos, quoi. Voilà. Donc, il y a toute une série de choses qu'il va falloir s'organiser. Et si ces conditions elles ne sont pas réunies, est-ce que vous envisagez par exemple de faire valoir votre droit de retrait ou de déposer un préavis de grève? Julien l'a dit déjà, mais droit de retrait, possibilité d'un mouvement de grève ou pas du tout? Une grève, voilà. Aujourd'hui, on n'est pas là-dessus. Moi, je te dis, on n'est pas sur la grève. Sur le droit de retrait, nous, on vous le dit, et on le dit clairement, et je le dis d'autant plus sereinement que moi, j'ai bossé pendant toute la période du confinement. Donc, je ne suis pas sur une position où il ne faut pas aller bosser. Ce n'est pas ma position. Voilà. Moi, je suis cheminot, je travaille dans une entreprise de service public. Les trains, il y a eu des trains sanitaires. Les trains, ils ont permis de déplacer les gens pendant toute la période où c'était la galère. Donc, je l'assume complètement. Par contre, on n'envoie pas les mecs au charbon. Voilà. Les cheminots et les agents de la RATP et les salariés en général, on ne les envoie pas au charbon. Il faut le corollaire de pouvoir bosser, il faut qu'il y ait gestes barrières, il faut qu'il y ait les gestes de sécurité. S'il n'y a pas ça, effectivement, il y aura des droits de retrait. Et je l'assumerai d'autant plus que lorsque c'était la galère et lorsqu'il fallait aller au charbon et lorsqu'il fallait aller bosser, moi j'étais au mois d'avril, j'étais permanent syndical, j'ai appelé mon syndicat, je lui ai dit vous m'enlevez, je ne veux pas être permanent syndical au mois d'avril, moi je veux aller bosser, je veux conduire des trains. Et j'ai conduit tout le mois d'avril. Donc, je l'assumerai d'autant plus que s'il y a besoin à un moment donné de dire « Ouh là là, il n'y a pas les gestes barrières, il n'y a pas la sécurité », je dirai aux collègues « Ah ben non. Là, ce qu'on a fait, c'est-à-dire faire du service public, il faut le faire avec les bonnes conditions. S'il n'y a pas les bonnes conditions, on ne fera pas de service public, on ne fera pas rouler le train. » Et je l'assumerai d'autant plus que lorsqu'il fallait y aller, je n'ai pas hésité à y aller. Là, on vient de parler des conditions sanitaires de reprise du travail et après, on sait aussi qu'il y a un impact économique qui va être important, un impact social aussi catastrophique, visiblement. Avec ce confinement, on imagine que la SNCF va subir d'importantes pertes financières. Tu redoutes, vous avez déjà des pertes oui. Évidemment. Qui va payer tout ça? Qui doit payer tout ça? Qui va, ça c'est à mon avis, c'est les salariés, voilà. De toute façon, c'est souvent ce cas-là. Qui doit, c'est l'État. Hein. Mais bon, après, entre ceux qui vont et ceux qui doivent, c'est l'enjeu. Hein. Voilà, l'enjeu des syndicats, l'enjeu de la mobilisation. Je pense que le gouvernement, aujourd'hui, il sort le carnet de chèques, il lâche un petit peu. Voilà, il lâche un petit peu d'argent. On a vu qu'il avait lâché de l'argent à Air France, il a lâché de l'argent. Mais moi, après, je suis un peu d'une nature un peu optimiste. Voilà. Je pense que cette situation du confinement, pour moi, en fait, c'est le grand retour c'est le grand retour du service public. C'est le grand retour de ce qu'on a appelé la France d'avant, un peu la France dépassée, quoi, où les fonctionnaires, la sécurité sociale, les hôpitaux publics, tout ça, c'était has-been. Rappelez-vous, il y a un an, tu étais un as, quoi. Tu étais cheminot, tu étais un as. Il fallait que tu sois dans une start-up nation. Voilà, là, tu étais un winner. Bon, j'ai l'impression que tout ça a fait basculer un peu tout ça. Moi, j'ai écouté tu dis que ça a basculé, c'est la radio il n'y a pas très longtemps. Tu as le sentiment que dans l'état d'esprit, dans la conscience des citoyens, il y a une véritable prise de conscience de ce que c'est que le service public, que ce soit le service public des transports. Sur le service public. Sur le service public, sur les fonctionnaires, y compris sur les régimes spéciaux. Tu parles des régimes spéciaux il y a un an, voilà, on est tous des privilégiés. Tu fais un même sondage aujourd'hui, un sondage tout simple. Est-ce que vous pensez que les régimes spéciaux sont des privilégiés? Alors que les gens ont vu les agents de la RATP bosser pendant le confinement, ils ont vu les éboueurs, ils ont vu les agents, les cheminots. Voilà. Je pense qu'il y a un autre regard qui est en train, et il y a un certain nombre d'idées que nous portons à Sudrail, mais à mon avis, vous portez un peu à regard, c'est-à-dire sur le service public, sur le tout marché, justement, le fait qu'il n'y ait pas le tout marché, voilà, un certain nombre d'idées, elles vont progresser, elles vont évoluer.
Et voilà, moi, je te raconterai juste une anecdote, mais je pense que c'est un peu révélateur. Il n'y a pas longtemps, j'écoutais sur une radio David Guetta. David Guetta, c'est quand même pas un militant de gauche ou d'extrême gauche. Le mec, pendant 5 minutes, il a expliqué que la France, c'est génial parce qu'il y a le service public et que la France, c'était super parce qu'il y avait la sécurité sociale. Et que la sécurité sociale, elle va permettre que des millions de salariés ne se retrouvent pas au chômage technique et sans ça pour pouvoir vivre. Et bien ça, on va pouvoir le comprendre. Moi, j'ai passé des heures et des heures à essayer d'expliquer c'est quoi le salaire socialisé. Je n'ai jamais réussi à faire comprendre à mes collègues c'est quoi le salaire socialisé. Aujourd'hui, tout le monde le comprend. Tout le monde comprend ce que c'est que le salaire socialisé. Salaire socialisé, c'est les jours où tu es dans la merde, et ben, il y a une caisse qui te permet de ne pas te retrouver avec une main devant et une main derrière. C'est ça. C'est-à-dire que là, il y a une prise de conscience mieux que les meilleurs discours, les meilleurs meetings. C'est que les gens, ils sont confrontés à ça. Ils sont confrontés à la galère. Et quand c'est la galère, eh ben, on se rend compte que le privé, les entreprises privées ne sont pas toujours là. Le service public, bah, heureusement qu'il est là. Les hôpitaux publics, heureusement qu'ils sont là. Les fonctionnaires, heureusement qu'ils sont là. Et ça, c'est le meilleur de tous les discours. Donc moi, je suis assez optimiste. Alors, dans ce cadre-là, évidemment que le gouvernement va essayer de nous faire payer la crise. Enfin, tous les gouvernements ont essayé de faire en 2008. Qui va payer la crise ce sont les salariés. Donc lui, il va essayer de faire ça. Donc nous, on va essayer de faire payer la crise aux banques, aux capitalistes, aux ceux qui payent l'ISF. Voilà. Donc il y aura toute une bataille à faire. Quelle forme ça prendra? Est-ce que ça sera des droits de retrait? Est-ce que ça sera des grèves? Ça, j'en sais rien. Les choses sont toutes neuves. C'est trop tôt pour le dire. Mais en tout cas, il y aura cette bataille. Mais dans cette bataille-là, et je finis là-dessus, et dans cette bataille-là, eh ben, je pense qu'on a des arguments. On a des vrais arguments et on a gagné un poids, y compris on peut avoir gagné des batailles idéologiques dans la tête des gens. Alors, on a une dernière question, Fabien. Lundi prochain, c'est le 1er mai. Et du coup, là, toutes tes revendications, j'imagine qu'elles ne vont pas rester confinées, d'ailleurs, ni celles de Sudrail, ni celles des autres syndicats, d'ailleurs. Qu'est-ce que vous envisagez pour vous faire entendre? Je sais qu'il y a des manifestations qui sont organisées par Internet. Bon, c'est pas trop mon truc, mais bon, voilà, il va falloir s'adapter. Après, voilà, c'est se faire entendre en dehors du 1er mai, en dehors de cette fameuse manifestation de tous les salariés et un grand mouvement du mouvement ouvrier. Il va falloir revenir avec notre bâton de pèlerin. Et je pense qu'honnêtement, aujourd'hui, on n'est plus dans la même situation. Et par exemple, moi, je fais le pari, on s'était vu sur la réforme des retraites. Moi, je vous le dis, on a gagné sur la réforme des retraites. Le gouvernement, il ne va pas revenir dessus. Le gouvernement ne reviendra pas dessus. Parce qu'effectivement, on ne peut pas aujourd'hui mettre en place une réforme des retraites qui ferait quoi? Qui ferait que les infirmières des hôpitaux publics, elles se retrouvent à manifester au mois de septembre. Aujourd'hui, c'est les héroïnes. Tout le monde applaudit à partir de 20h. Donc, on a gagné des batailles. Et je pense que la bataille des retraites, qui était une grosse bataille, hein, on s'est vu dans ce cadre-là, on a perdu beaucoup de fric. Moi, j'ai fait 58 jours de grève, donc c'était une grosse bataille. Je pense que grâce, peut-être l'aspect positif, hein, dans toute chose, même si c'est triste, hein, cette histoire de confinement et tous les morts qu'il peut y avoir. En tout cas, il y a des choses positives qui peuvent être faites. La question, Fabien, c'est sans doute à quel prix? C'est-à-dire que peut-être qu'il n'y aura pas de réforme des retraites. Peut-être qu'il y aura aussi un allongement de la durée de travail, un allongement, une baisse du droit de travail. Peut-être qu'il y aura tout ça aussi juste après la crise. Oui, il faudra se battre justement là-dessus. Et c'est vrai que le gouvernement va pousser le curseur dans un sens, nous dans l'autre, mais je pense qu'on n'est pas dans la même situation. Parce que tu sais, moi, des batailles, ça fait 20 ans que j'en fais et la plupart, je les perds. Et bien là, déjà, si on gagne sur les retraites, c'est déjà bien. Et deux, les prochaines batailles, je pense qu'on peut être en meilleure position pour pouvoir les gagner et c'est aussi ça qui est important. Super, merci beaucoup Fabien. À bientôt. Ciao.